Eh ben, bonjour à tous et à toutes pour cette première émission de Bordeaux en lutte. Et je suis ravi du coup d'être avec mes camarades Nordine et Myriam. Nordine, du coup, militant Bordeaux en lutte. Et je te laisse en dire un petit peu plus aussi. Ouais. Je remplace Philippe Poutou quand même, et on le voit pas sur la ressemblance, mais qui a pas pu du coup tourner au dernier moment. Mais militant Bordeaux en lutte, voilà, je suis arrivé à Bordeaux en lutte à peu près au moment où Bordeaux Debout, à l'époque, et les NPA ont décidé de faire une liste commune. Et du coup, j'ai été vraiment branché par le projet de cette liste commune et surtout par le fait qu'aux élections municipales, il puisse y avoir une liste radicale et une liste qui affirme haut et fort des valeurs que je partage. Et puis voilà, et puis ça a continué puisqu'on a réussi à avoir des élus et je suis très content de continuer l'aventure Bordeaux en lutte. On va revenir un peu là-dessus. Et ravi aussi du coup d'être avec Myriam, figure connue aussi dans le coin, à Bordeaux et ailleurs. Myriam, dans le coin surtout. Écoute, moi aussi je suis militant de Bordeaux en lutte. Nordi et moi on faisait partie des 10 porte-paroles de la liste. Moi je suis militant de terrain depuis 30 ans maintenant. J'ai écumé pas mal de collectifs et d'associations. En ce moment je suis sur 2 associations, le collectif contre les abus policiers, le Club 33, le droit au logement aussi, le DAL, qui a beaucoup de boulot et peu d'adhérents. Donc je lance l'appel, si vous voulez rejoindre le DAL c'est possible. Et puis je fais partie du collectif Jeunes, etc., qui a été constitué pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui regroupe des Gilets jaunes, etc. Comme ils sont noms, on fait peu de tout aussi, et on essaye de continuer à faire des actions comme on peut avec ce protocole sanitaire qui quand même nous restreint beaucoup dans nos activités militantes. On va y revenir un petit peu sur cette situation, mais d'abord, Bordeaux en lutte, 3 élus depuis le mois de juin. Alors qu'est-ce que ça donne ? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail en fait. La campagne c'est bien parce que c'est un mouvement collectif où il y a une dynamique et un objectif qu'on a atteint, qu'on pensait peut-être pas atteindre aussi facilement quelque part parce que c'était une campagne qui était joyeuse. Et puis au final, voilà, on se retrouve quand même avec 3 élus. Donc ça donne quoi? Ça donne effectivement beaucoup de travail parce que préparer des conseils municipaux, préparer le conseil métropole, c'est des tonnes de documents à lire, des budgets, des choses. Des fois on connaît, des fois on connaît pas, donc ça demande pas mal de recherche. C'est intéressant, dans le sens où on voulait être ce petit caillou dans le conseil municipal, et je crois qu'on le fait bien, par les dégroupements qu'on fait sur les commissions, par les questions qu'on pose, les questions écrites, les lettres ouvertes, etc. Donc ce petit caillou, on arrive à le faire très bien, je pense. Au bout de 3 conseils municipaux où on avait proposé d'être ce porte-parole pour les associations ou les gens qui avaient des difficultés et qui avaient besoin d'être entendus au conseil municipal, les gens commencent à nous contacter maintenant, à comprendre en fait qu'ils peuvent se servir de nous pour faire entendre leur voix au conseil municipal. Donc petit à petit, les gens commencent à nous faire confiance, à venir vers nous. Donc ça nous donne aussi du travail supplémentaire, mais c'est un travail qui est utile, je pense, malgré tout. Même si c'est pas forcément comme ça qu'on va changer le monde, en tout cas, ça nous permet d'avoir un regard sur ce qui se passe à la mairie avec des chiffres, des dossiers très précis et de pouvoir attaquer précisément sur des points particuliers. La mairie, où on n'est pas contre la mairie, mais il y aura toujours des choses à dire quand même. Donc c'est quand même intéressant. Et ça, c'est un truc effectivement qu'on voyait, c'est-à-dire qu'on n'était pas là-dedans, on n'avait pas accès aux infos parce que c'est un monde qui est très opaque, enfin, tu l'as un peu dit. Là, on a la possibilité effectivement de savoir un petit peu ce qui se passe, de savoir quelle est la politique municipale dans la façon dont elle se fait, dans sa spécificité. Ça aide pour les combats ? Ça aide pour les combats, ouais. Je pense que nous, ce qu'on a voulu dire pendant la campagne, c'est qu'on voulait faire entrer la colère au Parlement. Et de ce fait-là, en effet, on a des informations qu'on peut donner, qu'on peut utiliser pour plein de combats municipaux. Je pense particulièrement ici, et c'est l'actualité sur une actualité qui est présente depuis longtemps, mais là c'est l'évacuation des squats notamment, où là on suit de près sur tous les bâtiments municipaux et tous les bâtiments publics. On est quand même très au point et on essaye d'être informé rapidement et de pouvoir prendre des positions très vite. Et puis je crois que c'est aussi, comme disait Myriam, avec les collectifs, les associations qui viennent nous voir et qui nous permettent de pouvoir approfondir notre travail et apporter au sein du conseil des éléments qui viennent d'ailleurs, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est un monde codifié, qu'on connaît pas forcément, avec des règles, beaucoup de règles de courtoisie que nous on n'a pas forcément, un espèce de respect mutuel parce qu'on fait de la politique donc on est copains, et ça c'est des trucs qu'on apprend aussi avec le temps, et puis parce qu'en plus on s'est fixé d'être présent partout, c'est-à-dire que nous on considère être élus, et je pense qu'on est le plus petit groupe du conseil municipal, et pourtant on loupe aucune commission permanente, aucun conseil municipal. Là cet après-midi on était justement à une réunion où on rencontrait une association
qu'organise des colonies, une association de policiers qui fait de l'éducation, et nous on voulait creuser ce dossier-là, voilà, enfin on est toujours à essayer de creuser. Et donc voilà, et à la fois il y a aussi notre présence dans les mobilisations sociales, dans tout ce qui se passe actuellement, et donc du coup c'est vrai que ça nous donne un champ large de travail. En fait, finalement, tu l'as dit, on est là au conseil municipal, on est vraiment là, quoi, sur les commissions, sur les études de dossiers, on lâche rien. Et je pense que la situation, en fait, le mérite, en tout cas, le nécessite pas mal, parce que là, on le voit, après, je sais plus à combien de mois on est de confinement, enfin, c'est quand même une catastrophe. On peut peut-être faire un point sur la situation, notamment sur la situation sociale, tu as commencé à en parler avec les squats, mais aussi peut-être revenir sur ce qui est en train de se passer, notamment sur la question des violences policières et sur la question de la couverture des violences policières. Là, en ce moment, on a cette loi qui a commencé à être débattue dès mardi, qui avait donné lieu à une manif d'ailleurs, la loi de sûreté générale. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je ne vais pas développer à fond parce que je pense que les gens qui sont sur la page de Bordeaux en lutte sont des gens qui sont un peu informés. En tout cas, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé autour de ce projet de loi, notamment parce qu'il y a un volet qui concerne les journalistes où il serait interdit de filmer ou demander l'autorisation à la préfecture pour participer aux manifestations. Donc je pense que même le Figaro a fait des articles là-dessus, donc je pense que l'information circule. C'est dire quand même que si même le Figaro s'en parle, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc effectivement, c'est une actualité chaude au niveau des violences policières. Moi, ce que j'aime quand même à rappeler, c'est que cette loi qui est effectivement, quand on la prend en elle-même, assez atroce, parce que ça couvre un champ large. On a beaucoup parlé du fait d'interdire de filmer les policiers, mais ça parle aussi des drones, ça parle aussi effectivement des journalistes, etc., etc. C'est une espèce de fourre-tout, mais qui ne vient que finalement entériner ce qui existe déjà sur le terrain. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, énormément de journalistes ont été frappés, mis en garde à vue, du matériel saisi. Heureusement qu'effectivement les manifestants eux-mêmes, il n'y a pas que les journalistes, les manifestants aussi ont filmé pendant le mouvement des Gilets jaunes et ont permis de montrer cette atrocité qui s'est passée pendant 1 an et demi. Donc on est tous en train de se dire, là c'est maintenant la démocratie part en sucette. Non, moi ce que je constate en faisant partie du collectif contre les abus policiers depuis presque 12 ans maintenant, c'est que régulièrement, des lois liberticides passent au gouvernement alors qu'on soit on n'est pas au courant ou pas mobilisé à ce moment-là. Pour moi, cette loi, c'est pas la pire qui s'est passée, c'est une de plus. Peut-être la dernière d'ailleurs, puisqu'il parle de sécurité globale. Et je pense aussi que les lois répressives, les lois liberticides, elles s'adaptent aussi à la technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ans, il n'était pas question de parler des drones, et ça n'existait pas. Donc ils intègrent dans les nouvelles lois les outils de surveillance et de répression qui se rajoutent au panel des outils déjà répressifs de la police. Donc ça, faut aller sur cette loi. Oui, bien sûr, il faut, parce que si on fait passer ça, c'est un pas de plus vers un État plus qu'autoritaire, une société de contrôle. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Il faudrait enlever la moitié du code pénal pour retrouver un semblant de liberté. Vraiment. Non, mais on sait qu'après 2 ans d'état d'urgence avec François Hollande, 2 ans et demi d'état d'urgence, ils ont fait rentrer dans le droit pénal les prérogatives de l'état d'urgence. Et là, déjà, on aurait dû être affolé de se dire en fait qu'on vit un état d'urgence permanent sans qu'on le sache. Et au niveau des squats, parce que on voit en fait la répression, elle s'abat sur les manifestants, mais elle s'abat aussi sur les militants, et elle s'abat aussi en fait sur les plus fragiles, les plus précaires. En l'occurrence là ici, dans les squats, c'est les MNA, les mineurs non accompagnés, c'est les sans-papiers, c'est les pauvres, plus généralement ceux qui n'ont même pas de logement. Enfin, on parle effectivement pas mal de cette thématique-là avec le DAB. Là, c'est quoi la situation des squats en fait aujourd'hui dans ce cadre de confinement? Déjà, en fait, là où tu as raison, c'est que c'est les pauvres. Déjà, c'est les pauvres qu'on vire, qu'on met à la rue. C'en est où? Il y a eu des expulsions assez spectaculaires et des expulsions dont on parle. Il y a eu l'expulsion du squat La Jaunie, dont on a beaucoup parlé, je sais pas, en tout cas dans les milieux militants, dont on a beaucoup parlé et qui a marqué, puisque c'était quand même le plus grand bidonville du sud-ouest, 450 personnes qui ont été expulsées à 6h30 du matin, mais bon, comme on fait toujours dans les expulsions de squat, et qu'on a retrouvé avec des militants dans un hangar désaffecté qui s'appelait Borifère, pollué au plomb, complètement sous la pluie, avec des enfants qui couraient partout, des bébés, enfin bon, bref, je vais pas faire pleurer, mais c'est la situation qui se passe. Et puis il y a eu la menace de la zone libre, où avec d'autres collectifs, Bordeaux en lutte avait organisé un rassemblement, et puis au final, qui a l'air de un petit peu, mais bon, pour l'instant, se calmer cette menace-là. Et puis là, en ce moment, maintenant, par exemple, il y a la menace pour le Cabaco, qui est un squat de MNA qui est menacé d'expulsion par le département
parce qu'il a demandé un évier plus grand. Enfin, c'est dire, et du coup, on considère que puisqu'ils ont besoin d'un évier plus grand, ils sont dans un bâtiment insalubre, donc les gosses qui sont logés là-bas, doivent être mis à la rue. Mais c'est aussi plein de petits squats. À Pessac, il y a eu des squats de 2 personnes qui sont expulsées, et c'est plein de petits squats dont on parle pas, quoi. Et ça, c'est sur la situation des squats, mais plus généralement sur la situation sociale. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a donc une crise sanitaire qui entraîne une crise sociale inévitable et qui va se durcir. Et puis en fait, face à ça, il n'y a aucune mesure ni prévue en amont, parce qu'on a un deuxième confinement, entre les deux, on n'a rien prévu. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de fait. On va quand même expulser un squat, on ne sait pas ce qu'on va faire de une quarantaine de gosses, on ne sait pas ce qu'on va faire de ces gosses-là, et puis ni prévu en amont, mais ni pris sur le moment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on expulse un squat, personne dans les pouvoirs publics se dit on réquisitionne, il faut absolument qu'on... juste à côté de là où on tourne du Maréchal Juin, il y a un bâtiment qui a abandonné depuis 2014, où on peut loger, je pense, au moins 40 personnes, qui est énorme, qui appartient à la mairie, ça a déménagé à la cité municipale, enfin voilà. Et donc tout ça, il n'y a aucune mesure qui est prévue. Donc il y a sur les squats, il y a sur les gens qui sont à la rue, parce qu'il n'y a pas que les squats, c'est des gens hébergés, mais il y a aussi des gens qui sont à la rue, avec des gens avec des collectifs et associatifs qui font un travail formidable. Et voilà, donc il n'y a pas de mesure d'urgence sociale, et nous, c'est ce qu'on a dénoncé, ce qu'on a essayé de dénoncer, et puis on a essayé de faire des propositions avec le plan d'urgence, mais je vais laisser Myriam en parler, et voilà. Alors oui, sur le plan d'urgence... Ben nous, on a fait plusieurs propositions qui étaient déjà dans notre programme, hein, c'est-à-dire qu'on insiste énormément sur l'ouverture de dispensaires dans les quartiers. Monsieur Hermic, lors de la dernière réunion des présidents, nous a envoyé balader en disant « c'est pas ça qui va stopper le Covid », mais c'est une vision à long terme. C'est-à-dire que déjà, préventivement, effectivement, ce seraient des centres d'accueil où les gens pourraient aller se faire tester, pourraient aller avoir de l'information sur cette maladie et le reste, et puis avoir des dispensaires toute l'année ouverts, qui est Covid ou pas, pour que les gens puissent avoir de l'information directement dans leur quartier. Pour nous, c'est essentiel. Nordine vient d'en parler, la loi de réquisition. Bien évidemment, ça fait des années qu'avec le DAL, on demande l'application de cette loi de réquisition, qui, je vous le rappelle, date de 1948 quand même. Le dernier maire à avoir appliqué cette loi s'appelle Jacques Chirac. Autant vous dire que ça remonte au temps des momies, quoi. Désolé, monsieur Chirac, avec tout le respect que je vous dois, que je ne vous dois pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est une loi qui existe depuis 1948 et qui n'est jamais appliquée. Pourquoi? Parce que les maires se reposent sur les préfets en disant c'est pas nous, c'est la préfecture se repose on ne sait pas sur qui, mais c'est toujours des responsabilités qui sont diluées, qui permettent à chaque fois finalement de ne jamais appliquer ce qui pourrait être aidant pour les plus pauvres. On demande aussi l'ouverture des bains-douches qui ont été fermés sous Florian, et aujourd'hui, quand on est à la rue, on fait comment pour se laver? Concrètement, on ne peut pas. On demande aussi qu'il y ait plus de fontaines qui soient mises à disposition pour les gens qui sont à la rue. On demande aussi un soutien efficace et effectif aux maraudes. Plusieurs fois, on a rencontré des groupes de maraudes qui nous demandent d'avoir des lieux. Alors, je sais que la mairie a ouvert la maison éco-citoyenne pour le temps du Covid, mais nous, on veut des solutions pérennes pour ces associations, c'est-à-dire des locaux où ils pourraient à la fois cuisiner, faire du stock. Moi, quand je vais chez Estelle, Maraude du Cœur, et que son appartement est rempli de bouffe parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour stocker, c'est pas normal qu'elle mette à disposition ses propres moyens, alors que, encore une fois, il y a des locaux de la mairie qui pourraient être mis à disposition. On demande aussi qu'il y ait beaucoup plus de soutien psychologique, notamment pour les gens qui sont à la rue. On sait que le confinement a aggravé la détresse psychologique de ces gens qui sont à la rue parce qu'ils ont été coupés, pour le coup, de toute relation sociale. On ne se rend pas compte, mais quand on est à la rue, on a quand même des relations sociales avec les gens qui donnent la pièce, avec on interpelle les passants, etc. Mais du jour au lendemain, il n'y a plus personne, donc c'est un manque à gagner pour les gens qui sont à la rue, financier et social. Donc on a des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires et qui n'ont pas d'aide psychologique. Donc on insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui décompensent énormément à la rue dans ces situations de Covid, et encore une fois, des solutions qui sont pérennes, voire au-delà de ce virus. Un jour il va s'arrêter, on espère qu'il va s'arrêter, mais la pauvreté, elle, se sera aggravée. Donc si on ne met pas en place dès maintenant des solutions qui sont sur du long terme, bon, écoutez, monsieur Hermic, je ne sais pas, changez de métier, faites autre chose, arrêtez de repousser les choses dont vous avez les moyens aujourd'hui d'être actifs. Et juste pour revenir quand même vite fait sur ce qu'on disait au début sur les violences policières et les lois répressives, et ça va aussi en rapport à ce que je dis, c'est que le système capitaliste et ultralibéral, lui, il avance, Covid ou pas Covid, il avance et il écrase tout sur son passage. Et les lois répressives, je pense qu'elles n'ont qu'un objectif,
c'est de pouvoir maintenir en place ces pouvoirs ultra-répressifs, ces pouvoirs ultra-libéraux. Si on était dans une société communiste, comme on voudrait l'avoir, eh ben, effectivement, il n'y aurait pas besoin d'avoir des drones de surveillance. Plus il y a de répression, s'il y a plus de répression, pardon, c'est parce que le système capitaliste, il avance, il est même en train de finir pour moi une mutation. On voit avec le télétravail, on voit effectivement avec ce confinement qu'il y a des choses qui se mettent en place, là pour le coup de façon pérenne. Ça ne pose pas de problème au système de télétravail, ça ne pose pas de problème. Voilà. C'est des coûts en moins, c'est une surveillance supplémentaire. C'est une surveillance supplémentaire, ça divise les salariés qui se retrouvent isolés chez eux sans possibilité de se regrouper s'il y a besoin pour faire des luttes ensemble. Donc le système libéral, il avance, il se durcit et il sait qu'il va y avoir des réactions et pour empêcher ces réactions, il fait des lois liberticides. Donc la solution, c'est quand même de rester bien unis tous ensemble. Voilà, même si on a des divergences, on l'a vu avec le rassemblement de mardi dernier, on est capable, avec des objectifs communs, de s'unir. Donc nous, avec Bordeaux en lutte, on essaye d'être ce collectif qui peut regrouper l'ensemble des luttes. On n'est pas là pour, se mettre en avant, on n'est pas un parti politique. Je sais que ça fait peur à beaucoup de militants en disant « Oh, Bordeaux en lutte voilà, même des regards sur les gens, sur nous qui ont changé parce qu'on est à Bordeaux en lutte. Non, on reste des militants de terrain. On fait un travail au conseil municipal, c'est vrai, mais on reste des militants de terrain. Et ces militants de terrain, ils ont toujours besoin de plus de monde, de plus de colère et de plus de force. Mais écoute, je te laisserai du coup le mot de la fin pour cette première petite série là, de discussions. Tout de suite, un focus. Et après, on continuera du coup avec la santé pour rejoindre un petit peu dans ces problématiques-là. Santé, école. Contactez-nous, rejoignez-nous, on a des réseaux, la dynamique continue, il y a des gens qui nous écrivent encore pour nous rejoindre, on continue avec des visions, on se voit, on est une équipe soudée, et n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà. Eh bien, moi, je voulais vous parler ce soir de la gratuité des transports. En fait, c'est un sujet que l'on a martelé assez souvent pendant la campagne, car il nous semble vraiment très important, vraiment prépondérant. Nous l'avons évoqué également lors de certains conseils municipaux, bien que il est clair que la nouvelle majorité soit vraiment contre cette idée. Pourquoi la gratuité des transports? Lors du premier confinement, on avait eu, lors du premier mois, un petit geste commercial de la part de la société du prestataire qui gère les transports en commun, parce que le confinement avait été décidé en milieu de mois. Le deuxième mois, gratuité, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, comme quoi il est vraiment possible d'appliquer cette gratuité des transports. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est vraiment que malgré le fait que le confinement soit obligatoire, que les gens doivent rester chez eux, que l'on demande aux salariés de faire un maximum de télétravail, que les étudiants doivent faire leurs études à distance, la métropole, jusqu'à ce jour, a décidé qu'il n'y aurait aucun geste commercial, sous prétexte que le réseau continue à tourner à peu près normalement et que la fréquentation est de 40%. C'est là que je dis que l'on atteint le bout du bout, toute l'absurdité et l'injustice sociale que représente cette mesure de devoir payer une chose que l'on n'utilise pas, qui plus est un service public. Donc c'est un sujet que nous continuerons à défendre, surtout sachant que depuis des dizaines d'années, la métropole a décidé de déléguer le service public des transports à une société privée. Depuis 2009, c'est toujours la même société, Keolis. Et pour vous donner un petit chiffre, en 2019, en tant que délégataire, cette société a reçu une rémunération de plus de 6 millions d'euros. Et si nous décidions de plutôt construire une régie municipale des transports, une régie qui n'aurait comme seul but et mode de gestion que l'intérêt général, une véritable qualité de service public. Je pense que c'est une idée qui est vraiment à creuser, qui est faisable, puisque de toute façon, elle existe déjà. Quand on parle de transport gratuit, on pense au financement. Eh bien, actuellement, il y a 3 sources de financement. Le financement commercial, les recettes commerciales, les T-cartes, les abonnements que l'on utilise. Le versement mobilité qui est une taxe versée par les entreprises, et là elle est tellement faible, tellement minime,
qu'on pourrait se pencher sur la question et essayer de relever un peu le niveau de cette taxe. Et puis les subventions publiques, parce qu'il y a un impôt sur le transport qui est réglé par les administrés. Cet impôt permet également de répondre à ceux qui disent « Ah ben moi je veux pas de la gratuité des transports, je ne prends jamais les transports en commun, donc je ne veux pas participer ». Et avec cet impôt, de fait, ils participent sans le savoir. Ce que l'on constate dans les réseaux qui utilisent déjà la gratuité des transports, c'est une hausse de la fréquentation et l'abandon de la voiture. Eh bien, c'est ce que nous recherchons, et l'abandon de la voiture réglerait certainement des problèmes et de pollution, des problèmes écologiques et des problèmes de stationnement. Mais la hausse de la fréquentation, me direz-vous, notre réseau est déjà saturé. Pourquoi c'est vraiment inimaginable de pouvoir encore renforcer cette fréquentation? Mais il suffirait à ce moment-là de profiter de l'occasion et de le réorganiser, de faire des lignes transversales pour passer d'une commune à une autre plutôt que de passer par le centre-ville à chaque fois, d'arrêter le tout-tram, d'utiliser les lignes de ceinture, de rouvrir les gares, d'essayer d'utiliser le fleuve davantage, acheter davantage de navettes fluviales, le fameux bas cube, améliorer les fréquences pour que l'on puisse l'utiliser non plus comme un outil pour promener les touristes, mais bien un outil pour pouvoir travailler, étudier, passer d'une rive à l'autre. Donc on voit bien que la gratuité des transports est vraiment une solution à ce que nous vivons actuellement. Mais tout ceci, évidemment, c'est un problème de choix politique et de priorité. Par exemple, le choix qui a été fait de construire le grand stade, cet argent aurait pu être utilisé pour venir abonder dans la gratuité des transports. Et lorsqu'on parle aussi de financement de la gratuité des transports, on peut penser aussi à la suppression de la billettique. On n'aurait plus besoin d'acheter, d'investir dans l'achat de cartes, de tickets, de machines sur les quais, de machines utilisées dans le parcours des recettes, dans les agences. Tout ceci coûte énormément d'argent. La preuve en est, ça fait 4 ans que la métropole et TBM travaillent avec la société Thales, qui est loin d'être réputée pour sa spécialité en billettique. Ça fait 4 ans que nous attendons qu'une nouvelle billettique plus moderne soit mise en place. Et les élus de la métropole, la dernière métropole, ont décidé, juste avant les élections municipales, de lancer comme ça tout d'un coup, certainement pour essayer de se donner une image de modernité, mais force est de constater que rien ne fonctionne, que ça coûte énormément d'argent et que cet argent pourrait être utilisé pour améliorer les conditions de travail du personnel, pouvoir moderniser le parc de véhicules, que ce soit les trams, les bus, puisqu'actuellement on désosse carrément des rames entières, des bus entiers, pour pouvoir réparer ceux qui devraient rouler, parce qu'on est à flux tendu en ce qui concerne la maintenance des véhicules. Donc vous voyez, il y a beaucoup de solutions. En ce qui concerne la gratuité, je tiens aussi à préciser qu'elle existe déjà. Évidemment, malheureusement, pas pour tout le monde. Elle existe pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes âgées ayant de très faibles revenus, pour les personnes handicapées avec une double exigence sur le taux de handicap, sur les ressources, et sur les demandeurs d'asile, et aussi sur nos chers élus. Tous les maires de la métropole ainsi que les élus de la métropole bénéficient des transports gratuits. Je vous rassure, si les transports sont gratuits pour eux, il est bien évident que nous payons cette gratuité. Et que ces personnes qui nous refusent la gratuité des transports l'acceptent pour eux-mêmes. Donc c'est une démarche qui est assez particulière.
Donc, pour Bordeaux en lutte, il est clair que la gratuité des transports est une alternative écologique au tout-voiture et une mesure de justice sociale. C'est pour ça que nous continuerons à nous battre sur le sujet et qu'on ne lâchera rien. Salut Béatrice, salut Adrien. Du coup, Béatrice, toi, tu es prof, tu bosses dans l'éducation nationale, tu peux te présenter vite fait en deux mots? Alors, je suis professeur des écoles, Ouais. je suis dans le premier degré, donc et, en maternelle sur Bordeaux. Et toi Adrien, du coup, tu bosses dans la santé, Ouais. plus particulièrement à l'hôpital. Ouais, je suis infirmier au CHU de Bordeaux et délégué syndical. Et par ailleurs, je suis militant associatif. Super, plusieurs casquettes. Du coup, peut-être pour commencer cette petite discussion, on le voit à l'école, alors on va voir, il y a des points communs entre l'école et l'hôpital, mais à l'école, là, en ce moment, il y a des protocoles particuliers qui sont censés être mis en place. Quelle est la situation aujourd'hui à l'école? Est-ce qu'ils sont respectés? Où est-ce qu'on en est, en fait, aujourd'hui, Béa? Alors il y a 2 temps dans l'école, c'est-à-dire qu'il y a eu les protocoles sanitaires qui ont été mis en place après le confinement au mois de juin, qui ont été à peu près les mêmes qu'au mois de septembre, c'est-à-dire un protocole assez allégé avec nettoyage des mains et port du masque à partir de la 6e et jusqu'au lycée. Et là, depuis la suite de la crise sanitaire, donc depuis la 2e vague, il y a un protocole sanitaire qui a été renforcé avec le masque qui est mis à partir de 6 ans, donc pour les élèves en élémentaire. Et sur la maternelle, rien n'a changé, c'est-à-dire que les enfants doivent se laver les mains. Il est conseillé qu'il y ait un peu plus de nettoyage, sachant que c'est difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas plus de personnel, donc on ne peut pas passer notre temps à nettoyer. Et il y a ce qui se passe aussi dans les lycées, c'est-à-dire que là, depuis peu de temps, il y a eu une mise en place d'un protocole particulier avec Blanquer qui a accepté, suite aux manifestations des enseignants du secondaire et des lycéens notamment, qui est 50% de présentiel. Donc pour eux, ça a un peu changé, c'est-à-dire que les classes ont été séparées en 2, et donc ils ont un système de groupe où voilà, les enseignants sont en présence, mais avec la moitié de la classe un effectif réduit. Oui, mais si j'ai bien tout compris, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver différemment selon les bahuts, à la liberté en fait, du chef d'établissement, j'ai vu. Oui, c'est ça, c'est la liberté du chef d'établissement. Alors, il s'avère que sur les gros établissements, notamment pour Bordeaux, les établissements de centre-ville, ça a été mis en place, sachant que chacun a un peu sa mise en place particulière, c'est-à-dire que certains élèves ont cours une semaine sur 2, d'autres ont cours que quelques jours dans la semaine, et d'autres établissements font classe normalement. Alors il s'avère que c'est souvent quand c'est des classes qui sont en groupe, qui restent ensemble en groupe classe, et oui, c'est au bon vouloir en fin de compte du proviseur avec l'accord pour le coup du DAZEN. Et alors à l'hôpital, quelle est la situation du coup sur les protocoles renforcés? Enfin, on se demande quel genre de protocole ils peuvent mettre en place aujourd'hui. On entend à chaque fois que c'est la panique, mais que l'hôpital finalement n'est pas arrivé à saturation. On a des chiffres un peu qui sortent comme ça. Enfin, moi, je sais pas, je regarde ça de mon petit regard au niveau à la télé. On voit, alors non, vous en faites pas, on est à 80%, c'est pas saturé, mais c'est quand même problématique. Qu'est-ce qui a changé en fait par rapport pour vous par rapport à mars en fait? Alors, nous, depuis mars, le masque, c'est partout, tout le temps et en tous les temps. Mais en fait, en mars, on a arrêté quasiment l'activité hospitalière pour se concentrer quasi exclusivement sur le Covid. C'est-à-dire qu'il y a même des collègues qui étaient payés chez eux en ASA pour ne pas venir travailler, tellement on avait déprogrammé, tellement on avait arrêté l'activité hospitalière. Donc on avait des moyens en renfort dans les unités Covid pour pouvoir prendre en charge correctement, on va dire, les patients. À Bordeaux, on a eu de la chance sur la première et même sur la 2e vague, puisqu'on est quand même relativement épargné. Ce qui change sur cette 2e vague, c'est que on s'est rendu compte que arrêter l'activité hospitalière, c'était pas une solution, parce qu'on a des patients qui reviennent plus tard, plus graves, et donc on doit continuer à soigner. Et malgré tout, on a quand même ce Covid sur lequel on a beaucoup de mal à faire face. Alors nous, on se bat depuis des années contre la déconstruction du système de santé, et on réclame des moyens supplémentaires pour pouvoir faire face aux urgences, à l'exceptionnel. Eh bien, là, nous sommes dans l'exceptionnel, et donc la seule solution, ça reste à nouveau de déprogrammer partiellement certaines interventions,
de fermer certains services pour pouvoir débloquer des moyens pour éviter cette fameuse saturation des lits de réanimation. On a l'impression en fait que ce soit à l'école ou que ce soit à l'hôpital, par rapport au premier confinement, il n'y a pas eu de moyens supplémentaires en fait. Enfin, au niveau des protocoles, au niveau des... rien n'a changé, j'ai l'impression. Nous, par exemple, là à l'hôpital, ce qui a changé, c'est qu'il y a une partie du bio-nettoyage qui a été privatisée entre les deux confinements. D'accord. Donc, nous avons moins actuellement des SH hospitaliers. Alors, les services de soins restent tout de même pris en charge par des agents de l'hôpital, du CHU, mais tout ce qui est à l'extérieur, et donc les couloirs, les bureaux et tout, sont pris par un prestataire externe. Mais ça veut dire aussi que quand on a besoin de mettre l'accent particulièrement sur l'hygiène, et c'est le cas actuellement, puisqu'on a quand même des patients suspects Covid qui se baladent un peu partout, puisque si quelqu'un est détecté dans une unité où normalement il n'y en a pas, ça arrive qu'on le transfère, donc il y a tout un parcours. Là actuellement, on a moins de moyens pour pouvoir désinfecter correctement, avoir ces renforts. Nous, on a eu à disposition beaucoup de gel. Donc voilà, les enfants passent leur temps à se nettoyer les mains avec du gel. Et d'ailleurs, dans les lycées et collèges, on demande aux élèves de nettoyer leur table après le passage. Plus de moyens, ça ne veut pas dire grand-chose en fin de compte. C'est-à-dire qu'on nous a mis du gel hydroalcoolique à disposition et des masques qui ont été fournis par l'Éducation nationale pour les enseignants. D'ailleurs, qu'on fait polémique à la rentrée parce qu'il s'avère qu'ils étaient plutôt dangereux. D'ailleurs, il est notifié, on a eu des nouveaux masques et là, il est notifié que si on est malade, il ne faut pas les porter. Donc, comme ça, ils sont vachement utiles. Et puis après, pour les élèves, il n'y a pas eu grand-chose, à part sur le port du masque à partir de 6 ans. Il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ça, et qui n'est pas fourni, bien évidemment, par l'Éducation nationale. Voilà, sinon, non, bien sûr qu'il n'y a pas eu grand-chose. D'ailleurs, dans le nouveau protocole, c'est indiqué sur l'élémentaire que dans la mesure du possible, c'est-à-dire que si on ne peut pas respecter les gestes barrières, si on ne peut pas faire le nettoyage, c'est pas grave, on ne fait pas en fin de compte. Voilà. L'intérêt surtout, c'est que les élèves soient en classe, qu'ils soient en partie gardés pour que les parents puissent aussi aller travailler. Finalement, à vous entendre, en fait, j'ai l'impression que c'était que des effets d'annonce. Il y a une urgence, et derrière, c'est la même. Par exemple, un grand effet d'annonce auquel je pense. Le ministère de la Santé a donné l'injonction de déclencher les plans blancs dans chaque établissement. Et là, en mars, le CHU de Bordeaux n'avait pas déclenché son plan blanc. On avait déprogrammé, ils s'étaient adaptés, ils avaient fait en fonction d'eux, au plus près du terrain. Et là, sur ce deuxième confinement, en fait, on a un petit peu l'impression que Paris panique, en fait, et donne des ordres, des contrats, et donne des injonctions qui ne sont pas forcément aidantes, en fait. C'est pareil, dans l'école, par exemple, il y avait sur les cas Covid. Alors, c'était 1 par classe. Puis après, c'est passé à 3 par classe. Et puis, on raconte les cas contacts. C'était, ah oui, mais alors si une personne est en contact, puis après, c'est 2, c'est 3, puis en fin de compte, ça s'élargit. C'est-à-dire que c'est très modulable à partir de... Parce que sinon, il y aurait eu plein de fermetures d'écoles. Et là, il s'avère qu'il n'y a pas de fermeture parce que c'est trop compliqué. Il n'y a pas de personnel déjà pour remplacer non plus. C'est-à-dire que là, si les enseignants sont absents, les élèves sont répartis alors qu'on demande à ce qu'il y ait moins de brassage dans les classes, par exemple. Donc, les groupes de classe ne se mélangent pas. Il y a des récréations par groupe de classe. Or, quand il y a un enseignant absent, les élèves sont dispatchés dans les classes. Donc, en fin de compte, oui, c'est du flanc, complètement. Et parce qu'en plus, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu as l'air de dire, c'est-à-dire qu'un cas contact, maintenant on passe à 2, 3, c'est quoi ces recommandations, ça sort d'où? C'est des décrets qui tombent comme ça, c'est pas l'ARS, il n'y a pas des modifications, il n'y a pas des études qui ont été faites là-dessus qui permettraient d'invalider ou de valider le fait qu'on passe d'un cas contact, c'est bien, 3 cas contact, pas bien, c'est fait au doigt mouillé en fait tout ça. Oui, c'est ça, puis c'est surtout que là, quand tu te rends compte que... Si, je pense que c'est l'ARS déjà qui donne quelques préconisations. Et au début, c'était l'ARS qui contactait tous les cas contacts. Maintenant, c'est le médecin scolaire. Puis par contre, c'est les collègues. Et puis, voilà, tout s'allège parce que... Et puis, il s'avère que les enfants ne sont pas contagieux. Bon, il y a quand même des cas dans les écoles. Et d'ailleurs, peut-être, elle devient... vous, à l'hôpital, vous envoyez justement des gamins qui viennent parce qu'on nous a vendu aussi l'épidémie comme finalement un truc qui ne concernait pas les enfants au début. Maintenant, on nous dit que si, que quand même, la priorité, c'est quand même que les enfants soient à l'école, ne soient pas déscolarisés, parce que surtout, ça soulage aussi les parents qui peuvent aller bosser. Vous envoyez à l'hôpital les gamins arrivés? Moi, je travaille en gériatrie, donc j'ai surtout des plus de 75 ans. Maintenant, je sais qu'il y a quelques mineurs qui sont hospitalisés, et dont certains actuellement au CHU de Bordeaux.
Après, c'est normal quelque part qu'à un moment on ait aussi des plus jeunes parce que l'épidémie progressant, le nombre de personnes étant contaminées étant plus important, c'est assez logique qu'on touche des classes d'âge plus larges. Mais si on regarde la moyenne des gens, non, il s'agit toujours quand même de personnes plutôt âgées, et les cas graves de personnes plutôt ayant des comorbidités. Et pour rebondir avec ce que tu disais au début, au-delà de la problématique de ces effets d'annonce, de ce gouvernement qui avance totalement sans repère, au jour le jour, il y a un problème plus profond en fait. C'est le manque de moyens qu'on retrouve dans ces deux services publics que sont l'école et l'hôpital. Enfin, je ne sais pas comment vous analysez ça. Peut-être toi, Béatrice. C'est pour ça qu'à la rigueur, le protocole sanitaire, d'ailleurs, il y a eu une manifestation et une grève le 10 novembre où il n'est pas demandé à ce qu'il y ait des fermetures d'écoles ou de lycées. C'est-à-dire que là, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait des embauches de personnel pour que justement il puisse y avoir une continuité de la scolarité, parce qu'on a vu que durant le premier confinement, c'était catastrophique. Enfin bon, il y a eu un décrochage scolaire très important. Donc là, l'idée, c'était en effet une embauche de personnel, mais ça, pour l'éducation nationale, ça fait un petit moment qu'on demande ça. Il aurait pu y avoir, sur un gouvernement, on savait qu'il allait y avoir une deuxième vague, donc d'anticiper un peu. Or, la rentrée, elle s'est faite de la même façon, et là, ils essayent un peu de bricoler, mais c'est du bricolage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'embauche, mais il fallait des embauches de personnel enseignant, de personnel ATOS, de personnel ATSEM, enfin tout le personnel, tout ce qui fait fonctionner les écoles, les lycées, afin qu'on puisse faire des rentrées correctes avec un protocole sanitaire respectueux. On le voit même avec ce que tu décrivais au début, c'est-à-dire d'avoir 50% des effectifs d'une classe en présentiel dans la classe avec l'enseignant et 50% en distanciel à la maison. C'est même pas du distanciel. On n'est pas dans du distanciel, là, on est en fait... C'est pas du distanciel parce que les enseignants sont sur place. Donc ils sont à la maison avec des devoirs au mieux, et puis on retombe sur les mêmes problématiques que pendant le premier confinement, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants, les élèves, soit avec un outil informatique, qui puisse travailler dans des conditions correctes. Or, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'il y a une vraie fracture au niveau du numérique, notamment. Et clairement, à l'hôpital public, c'est la même chose. On fait avec des bouts de ficelle. Certaines situations très difficiles ont même amené à recourir à l'intérim à l'hôpital. Il y a sur l'exceptionnel. Mais sinon, les renforts, par exemple, actuellement, se font avec les agents qui sont ce qu'on appelle en PPH. C'est-à-dire, je suis infirmier, je passe mon concours d'IAL, je suis bien classé, c'est le CHU qui me paye au nom de la promotion professionnelle mes 2 ans d'école. Eh bien, ceux-là sont actuellement retirés des études pour être réinjectés dans les services en tant que personnel en renfort. Et ça, sans absolument avoir le choix. D'ailleurs, il y a certains étudiants infirmiers qui commençaient à se mettre en grève aujourd'hui par rapport à des décisions d'ARS dans le sud-est. J'ai regardé, il y a un mouvement de grogne qui monte, puisque au lieu d'avoir un plan ambitieux, au lieu d'avoir des recrutements, au lieu d'avoir des effectifs et des organisations qui nous permettent d'être dans le vert, pour que s'il y a de l'exceptionnel, on soit dans le rouge. Étant donné qu'on est dans le rouge en permanence, et bien ce qu'on risque, c'est le crack à tout moment. C'est ça qu'on risque. Et tu penses, toi, au quotidien, tu le vois, tu le sens arriver, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est inéluctable. On a même un gouvernement qui joue de cette peur-là, avec ce côté effort national, mobilisation nationale. Mais en fait, on a l'impression que l'hôpital est tellement déglingué. Je veux dire que depuis le temps qu'il l'est, on s'attend à ce qu'il craque à tout moment, mais on y est là, en fait, déjà. On y est, mais on a la tête encore hors de l'eau. On n'est pas... La maison est quand même... Il y a de l'inertie. Actuellement, on a quoi, 150 patients Covid, quelque chose comme ça au CHU. Pourquoi? Parce qu'on évite d'hospitaliser, par exemple, les patients qui sont en EHPAD. On essaie le plus, au maximum, qu'ils gèrent dans leurs établissements, quitte à ce qu'il y ait parfois des pertes de chance. Ouais, d'accord. Et, enfin voilà. Donc, on tient le coup, mais en interne, c'est difficile, et on le sent, nous, quand on va dans les services. Autant sur le premier confinement, les collègues sont venus en renfort... avec un certain entrain. Ils étaient heureux de venir apporter leur aide, de venir, même si ça bouleversait leur quotidien, même si ça les changeait de spécialité, ils y allaient parce qu'il fallait qu'on y aille, parce que voilà, il y a quelque chose, on est soignant, on y va. Là maintenant, les équipes, elles sont fatiguées, elles sont déprimées, et j'ai bien peur qu'il y ait une 3e vague, mais que cette vague-là, ce soit une vague de départ encore plus massive. Il faut savoir que par exemple, ma profession, infirmière, c'est 3 ans de formation, c'est 7 ans d'espérance de vie professionnelle. D'accord. C'est un gâchis humain et financier. Donc on est vraiment en fait dans une situation où on voit en fait cette logique comptable, cette logique libérale,
elle joue en fait littéralement avec la vie des gens, des personnels, mais aussi du coup des usagers. En l'occurrence, là c'est ce que tu décrivais sur les EHPAD, mais on sait aussi ce qu'on voit à l'école avec les gamins, et aussi avec les personnels, les profs, etc. Oui, une véritable caisse du service public en fin de compte. Mais c'est le service public en effet, que ce soit de la santé ou de l'éducation, mais ça fait longtemps. C'est-à-dire que là, c'est pas juste le Covid qui a provoqué ça. C'est-à-dire que là, c'est même pas que le gouvernement Macron. C'est-à-dire que là, on revient sur les gouvernements précédents, que ce soit Hollande ou Sarkozy. Blanquer, il était connu depuis très longtemps, par exemple. Il était déjà conseiller de Luc Châtel sous Sarkozy. Il avait déjà fait de la caisse de l'éducation nationale. Avec, sur un quinquennat, il y a eu 80 000 postes de supprimés. Donc là, forcément, on arrive pareil au bout du bout. Mais l'objectif, à mon avis, de ce gouvernement, c'est pas de renforcer, parce qu'ils savent très bien ce qu'on peut faire dans l'éducation, comme ils savent très bien dans la santé qu'il faut recruter, il faut faire en sorte que ça puisse fonctionner. Or, l'objectif, c'est pas ça. Mais ça sert qui? Ça sert en fin de compte le privé. Ouais. Là, par exemple, c'est la porte ouverte à l'éducation, enfin pas à l'éducation nationale, justement, c'est le privé et les écoles privées qui recrutent à tour de bras, pour le coup. Ouais, les cours particuliers, tout ça. Ouais. Les cours particuliers, puis même tous les options, le fait qu'il y ait plus des effectifs, le surnombre, etc., renforce les gens qui vont aller, les gens vont aller dans le privé. Tout comme Olivier Véran avait quelque chose à voir avec la loi HPST, la tarification à l'acte qui nous a mis dans le jus et dont on voit les conséquences néfastes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que plus que jamais, il est temps de se réapproprier les moyens publics pour arrêter cette fuite. Je suis maintenant du coup avec Léo et Laetitia. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Salut. Alors Laetitia, toi du coup tu es danseuse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je suis intermittente du spectacle depuis une vingtaine d'années, voilà, en tant que danseuse. Je travaillais dans différentes compagnies, je donne également des cours de danse. Voilà, je suis venue ici pour témoigner de la difficulté des intermittents du spectacle. Et on te remercie face à cette crise sanitaire. Et toi alors Léo du coup? Moi je suis libraire, j'ai créé la librairie La Zone du Dehors à Bordeaux. Ouais, on galère. On va revenir un petit peu sur cette situation, effectivement qui est plutôt problématique parce que là on touche en fait à travers vos réalités, j'ai l'impression, à un problème assez commun. C'est-à-dire que la culture, c'est clairement le parent pauvre de cette période opprimé, sinistré économiquement. Alors on va revenir effectivement sur la question du spectacle, sur la question des intermittents et des structures, mais aussi à travers ta librairie, c'est les petits commerces aussi qui sont concernés, les activités culturelles marchandes, pour utiliser un gros mot, mais en l'occurrence les livres, qui ne sont pas essentiels. Alors il y a eu un rétropédalage, on l'a vu, mais enfin très léger. Peut-être on peut commencer par toi, Laetitia, du coup, sur cette question. La situation, là, actuellement, rien n'a changé. Depuis mars, rien ne tourne, rien n'est produit, rien n'avance. Absolument. Bon, on peut dire qu'on est confiné depuis le mois de mars. La saison, la nouvelle programmation donc, a commencé au mois de septembre, la saison culturelle. Les salles de spectacle ont commencé en septembre, donc elles s'étaient arrêtées au mois de mars, elles n'ont pas reprise. Cet été, quasiment tous les festivals ont été annulés. Et donc la saison culturelle a repris en septembre, puis elle a été suspendue un mois après. Donc on peut dire oui, que depuis le mois de mars, on est confiné, privé de travail. Voilà, donc ça va être compliqué. Alors pour sauver les meubles provisoirement, le gouvernement nous a reconduit les droits de l'intermittence jusqu'en août 2021. Et ça c'est sûr ou c'était... Ça c'est sûr. Mais voilà, après je pense que d'énormes problèmes vont se poser à partir de septembre 2021 pour le réexamen des droits. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de programmation, il n'y aura pas de renouvellement des droits à travers de l'activité en fait. Alors, il devrait repartir en arrière le plus loin possible pour nous. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué pour trouver les 507 heures. Mais avec la nouvelle réforme des intermittents, il y a une date anniversaire glissante. Enfin bon,
ça risque d'être en tout cas très compliqué l'année prochaine si les choses ne changent pas, s'il n'y a pas des mesures un petit peu plus aidantes pour les intermittents. Et par rapport effectivement à la possibilité de jouer et de spectacle, il faut savoir que les programmations se font minimum 6 mois à l'avance. Les programmateurs, les salles de spectacle sont bloquées. Je ne sais pas s'ils vont prendre le risque de reprogrammer une saison ne sachant pas ce qui va se passer. Je pense que l'été prochain, les festivals, ça va être aussi très compliqué. Donc voilà, statu quo, oui, depuis le mois de mars, on attend. Oui, puis la culture, c'est pas aussi que des intermittents, voilà. C'est aussi tous les précaires de la culture, ceux qui n'ont pas d'intermittence, Absolument, ceux qui sont au RSA, tout à fait, etc. tout à fait. Et les structures aussi qui sont en péril. Par rapport à ça, toi, en fait, la librairie, du coup, elle ne tourne plus du tout. Un peu aussi à travers... Un petit peu. Alors le premier confinement, on avait fermé complètement. Le deuxième, il y a beaucoup de librairies qui ont opté pour ce mot que tout le monde a à la bouche, le click and collect. Ouais. On a des statistiques puisque le SLF, le syndicat des librairies françaises, nous permet de les avoir. Les librairies font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires habituel sur une période de l'année qui est vitale pour les libraires. Quand je dis vital, c'est très vital, puisque dans les commerces, alors c'est vrai que nous on a le cul entre deux chaises, entre commerce et culture, hein. Mais dans les commerces, en fait, les commerces les plus rentables, ça va être les opticiens, si ma mémoire est bonne, et puis tout en bas de l'échelle, vraiment les moins rentables, c'est les libraires. Ça veut dire qu'en fait, nous on est au cordeau, et qu'un manque à gagner, c'est de suite passer dans le rouge, en fait. Donc il y a cette réalité-là. Donc quand on vend plus de livres, c'est compliqué. Et en même temps, toujours ce cul entre deux chaises, le produit qu'on vend est un livre, c'est un produit culturel, c'est un produit qui, nous on va axer toute notre communication de décembre là-dessus, sur lire est un spectacle, donc c'est un produit qui se consomme comme un spectacle, même s'il n'y a pas de rencontre, c'est un spectacle solitaire. Et pour ça, on a beaucoup de soutien public, du public, je veux dire. Le public est beaucoup derrière les librairies. On l'a vu à la sortie du premier confinement. Le public est beaucoup venu en librairie. On a fait un chiffre d'affaires qui était plus élevé qu'en période normale après le confinement. Donc on a le droit d'espérer que ça peut arriver. Mais surtout, moi qui ai accès aux livres, l'accès au spectacle, l'accès au reste de la culture est toujours bouché. Et est-ce qu'il va y avoir le même mouvement sur le reste de la culture? Est-ce que quand ce sera de nouveau disponible, les gens vont, comme avec le livre, plus dépenser dans la culture? La question se pose. En tout cas, il y a un moment culturel global. Oui, il y a la question de qu'est-ce qui va rester en fait, parce que ce soit sur le plan des intermittents, que ce soit sur le plan des structures, des compagnies, des petites compagnies qui passent l'arme à gauche, mais on peut penser aussi effectivement aux petites librairies indépendantes, à tous ces trucs-là, que ce qui va rester derrière. Donc même s'il y a une reprise à un moment donné, une reprise de quoi, pour qui? Et d'ailleurs, il y a quelques chiffres que j'avais notés qui m'avaient paru assez symptomatiques en fait de la période qu'on vit, c'est-à-dire que l'action Amazon a grimpé de 1600 € l'action en mars 2020, elle est aujourd'hui à 3500 €, donc Jeff Bezos est redevenu l'homme le plus riche du monde très largement, les actionnaires se frottent les mains, et on a l'impression là pour le coup que la politique gouvernementale est clairement faite pour ces gens-là. Et je pense que ce soit au niveau du spectacle ou au niveau des livres, on le voit, en ce moment c'est Amazon qui cartonne. Oui, alors Amazon c'est l'ennemi intouchable, c'est-à-dire que il est un pourvoyeur. En fait, quand je disais que les librairies ont le cul entre deux chaises entre la culture et le commerce, Amazon en fait n'a pas tellement le cul entre deux chaises, c'est le commerce, point final. Donc au niveau commercial, il est irrattrapable. Mais c'est pour ça que pratiquement toutes les librairies, on en a fait une sorte d'épouvantail lointain. Nous, on agit aussi pour la culture, c'est pour ça qu'on est des commerces si spéciaux. C'est que si on n'était que commerçants, alors on serait directement dans la concurrence d'Amazon, et donc du coup, on ne pourrait pas concurrencer. Évidemment, on n'a qu'autre chose à apporter, et c'est pour ça que Amazon reste assez loin.
c'est une espèce d'entité métamorphe qui boulotte des choses et qui, voilà, qui va vivre de sa vie et mourir à un moment donné, on ne sait pas trop comment. Non mais c'est vrai, c'est une espèce d'entité, ça n'a pas trop de sens Amazon en vérité. Pour les actionnaires, si. Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais pour moi, petit libraire, je m'en fous d'Amazon en vérité. Il peut faire autant de fric qu'il veut. C'est pas du fric qui me vole tant que... Toi, tu penses ça? Parce que je sais pas, moi je connais pas du coup très bien les métiers du livre, mais t'as pas peur, et peut-être même toi aussi Laetitia, parce que Amazon c'est aussi de l'entertainment, c'est aussi du spectacle, en l'occurrence puisque c'est de la production de contenu, c'est Amazon Prime Video qui concurrence Netflix, etc., qui produit ces contenus culturels aussi. Vous n'avez pas peur tous les deux finalement que le résultat in fine de tout ça, ce soit en fait Amazon qui ait grignoté des usages et que les gens qui finalement venaient aussi en librairie, au bout de 6 mois de confinement ou plus, se soient habitués par exemple à acheter leur bouquin chez Amazon parce qu'avec Prime ça arrive directement dans la boîte aux lettres en un jour, ou même en fait finalement se disent mais après tout pourquoi le spectacle alors que on peut regarder des contenus même si c'est pas les mêmes. Vous n'avez pas une crainte de ça? Je demande ça. Vas-y. Moi, personnellement, non, parce que le spectacle vivant, quand même, alors je veux bien qu'un livre qu'on ait chez Libre, même si on a un conseil avisé du libraire, je pense qu'ils sont plus en concurrence que le spectacle vivant. Il y a quand même un plaisir évident d'aller voir des artistes en chair et en os se produire en direct. Voilà, moi Alors, par exemple, peut-être pas les plus pertinentes. Ouais. Non, alors ce qu'on peut craindre peut-être, c'est une uniformisation de la culture et par rapport à ces gros pôles commerciaux, commerciaux, je sais pas comment on va appeler ça. Donc voilà, bon, peut-être qu'on peut craindre ça, l'uniformisation. Mais après, le spectacle vivant, pour moi, c'est irremplaçable. Et pour toi, Léo? Je reste sur ma position, c'est-à-dire que si je m'inscris à la boxe en septembre, là, je vais pas me battre contre Mohamed Madani, quoi. C'est l'idée, quoi. Ouais. On n'est vraiment pas dans la même cour, quoi. Mon chiffre d'affaires annuel, je crois que Jeff Bezos, il le fait en... Voilà, ça y est, il l'a fait. Donc, je suis pas son concurrent, il n'est pas mon concurrent. On n'est pas du tout sur la même chose. Et oui, on apporte quelque chose. Tu parles de conseils clients. Mais on apporte ce dont qu'on avait mentionné tout à l'heure, c'est que en fait la vie peut être un tout petit peu intéressante, il me semble, que si on est surpris dans ce qui nous arrive tous les jours et en fait recevoir son colis à la maison, allumer Netflix, c'est pas des choses surprenantes. Si je me lève le matin et que j'ai que ça à faire, ce que j'ai besoin pour que ma vie elle soit intéressante, c'est que je sorte et puis que je rencontre quelqu'un que je n'ai pas prévu de rencontrer, que je parle à un libraire qui va me parler d'un truc que j'ai pas vu. Amazon, c'est un algorithme. Donc je clique, il connaît mes goûts, il va me proposer quelque chose. Mais l'inconnu, Amazon, ça ne propose pas de l'inconnu, ça propose que des choses que vous connaissez ou en lien avec ce que vous connaissez. Moi, je vais vous sortir un bouquin qui correspond à l'échange qu'on a eu et peut-être à un moment précis, parce que on n'arrête pas de changer, mais les algorithmes ils sont très très solides et donc on peut avoir des pubs très très longtemps pour une recherche qu'on a fait il y a très très longtemps. Bon voilà, on est juste dans l'humain quoi. Donc non, moi c'est pas ça qui me fait flipper. Ce qui me fait flipper c'est plutôt tout l'aspect sécuritaire des mesures gouvernementales qui font que il faut enlever de la culture. Alors effectivement, d'un autre côté, ils graissent la patte à Amazon, ils ont encore ouvert un entrepôt. M. Macron était là avec M. Bezos, ils se sont félicités, ils ont parlé de confiance, c'était très beau. C'était ce mois-ci. Hein. Et bon, ok, d'accord, mais en dehors de ça, s'il n'y avait pas toutes ces mesures uniquement restreignantes sur la manière dont on peut vouloir vivre sa vie, c'est-à-dire peut-être essayer de se garder un peu d'air à respirer et un peu de nouveauté, je serais déjà un peu plus content. Je ne suis pas fâché contre Amazon, je suis très fâché contre le gouvernement. Ouais, et d'ailleurs, le gouvernement qui, sur le plan de la culture, et on en parlait tout à l'heure en off, vis-à-vis même des libraires, la ministre Roselyne Bachelot qui, effectivement, elle
l'air un petit peu de pédaler dans la semoule et n'a pas de vision en fait. On voit là, sur la réouverture justement des salles de spectacle que c'était un impératif vital. Finalement, elle a plié devant la logique du ministère de l'économie. Et au niveau des libraires, c'est ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que tu pourrais me le... Roselyne Bachelot, de toute façon, là où elle passe, tout le monde trépasse. Quand elle était à la santé, c'était terrible. Les gens se sont pas sortis. Au sport, c'était super. Oh, mais elle est toujours très très bien. Non, c'est globalement le gouvernement et Roselyne Bachelot réfléchissent toujours à court terme. Donc il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet derrière ça. Roselyne Bachelot nous a permis de nous faire rembourser les frais de port sur l'envoi des livres, comme si c'était une solution à tout, sauf que dans une petite librairie, il y a 2-3 personnes, les commandes, s'il y en a autant de clients qui viennent, c'est énorme. Déjà à gérer juste par mail, mettre les bouquins de côté, c'est déjà un travail colossal. On bosse à peu près 3 fois plus pour gagner 4 à 5 fois moins. Avec le système actuel. Et il faudrait qu'en plus on passe notre temps à aller faire la queue à la poste parce que les offices de poste sont blindés. Bon, tout ça n'a aucun sens. Enfin, et je pense qu'elle est très très fière de sa mesure de remboursement des frais de poste. C'est super. Génial, merci madame. Enfin de l'argent dépensé pour la culture. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, la vision des capitalistes. Mais bon, en tout cas, je voulais vous remercier d'être venu. Je voulais vous remercier de vos interventions qui nous permettent un peu d'y voir un peu plus clair sur ces deux aspects proches dans la culture et de la sinistrose en fait, et la situation très problématique que l'on vit maintenant, qui n'a pas l'air de s'arranger, qui n'est pas prêt de s'arranger tant qu'on ne changera pas de modèle. Pour l'instant, avec moi, c'est terminé. Vous allez voir par la suite, du coup, quelques focus sur différents aspects là de ce que l'on vit en ce moment à Bordeaux, mais qui touche des problématiques plus larges. Merci encore à vous deux d'être venus, c'était très cool. De rien. Et à bientôt pour une prochaine émission. Thierry, bonjour. Bonjour. Tu es venu tout d'abord nous présenter un film, Basta Capital. Est-ce qu'on pourrait le qualifier de coup de cœur? Bah oui, un coup de cœur, mais collectif, parce qu'on est quand même assez nombreux à avoir pu voir Basta Capital, c'est grâce à la plateforme Vimeo. Car il faut savoir que c'est un film qui n'est toujours pas sorti en salle, victime du confinement. Un comble, car il s'agit d'un huis clos dont la plupart des personnages sont reclus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce film, nous faire un bref résumé? Oui, disons un groupe de militants qu'on qualifierait d'activistes, choisit un moyen radical pour exiger du président de la République une transformation politique aussi rude qu'inattendue. Une prise d'otage, hein, c'est une méga prise d'otage, mais j'en dirai pas davantage. Sauf qu'il est jubilatoire de voir par exemple Alexandre Bompard, président PDG de Carrefour, qui répare des lave-linges, Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui se pique les doigts avec une machine à coudre, ou Vincent Bolloré, qui apprend à raboter dans un atelier menuiserie. On se régale. Tu le qualifierais de documentaire ou plutôt de fiction? Fiction, sans hésiter. Basta Capital aurait pu être le documentaire un peu formel d'un révolutionnaire écorché vif, mais pas du tout. C'est une fiction réalisée par Pierre Zellner, un jeune cinéaste girondin. On m'a même précisé qu'il était de Bègle. Un film qui s'adresse volontiers aux révoltés, aux indignés, à tous les désobéissants de la terre. Je t'invite à écouter l'interview que Pierre Zellner a accordée au club de Mediapart. Voilà, pour finir, c'est une fiction, certes, mais ne boudons pas notre plaisir. Alors, on a parlé film, on va parler dessin maintenant? Oui. Alors ce dessin, je te le montre. Hein. Ce dessin symbolise l'impertinence, l'indépendance. En plein procès des comparses des tueurs de Charlie, la minute de fou rire a séduit le jury du Club de la Presse Les Hauts-de-France. Alors Marc Large a donc reçu un prix? Oui, pour ce dessin. Mais Large, ce n'est pas un nouveau venu. Il a déjà travaillé avec les humoristes Christophe Ayvec, Didier Porte, Guillaume Meurice, avec le regretté Ciné, le dessinateur Anard. Alors Large, c'est bien lui qui dessinait pour Sud-Ouest. Oui, qui dessinait. Depuis 2013. Parce que la direction du quotidien, là, en septembre dernier, l'a brusquement licencié.
Au passage, signalons que Marc Large a reçu le soutien de ses confrères, du syndicat SNJ-CGT, et qu'une pétition réclamant sa réintégration a déjà recueilli 6400 signatures. C'est pas joli Sud-Ouest de défendre la liberté d'expression tout en virant un dessinateur. Alors, as-tu un coup de cœur littérature? Oui, 2 même. Ouais, c'est la semaine qui veut ça. On est en pleine semaine du 2e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, on a même la police qui passe. Et donc, je rends hommage à Danielle Sallenave, qui elle-même rend hommage au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est donc un premier coup de cœur pour un opus de 42 pages, rédigé au printemps 2019, donc par Danielle Sallenave, de l'Académie française, paru dans la collection Tract des éditions Gallimard. Voilà. Formidable hommage à ce mouvement qui s'inscrit déjà dans l'histoire. Tiens, pour 3,90 €, c'est à dévorer et à partager, sans modération. Et le deuxième coup de cœur alors? Oui, parce qu'il y a un deuxième coup de cœur. On va parler presque musique, peinture, architecture, art de la table, mais avant tout littérature. Voilà. Pourtant, j'ai choisi de vous présenter cet ouvrage, intitulé Umami, premier roman écrit par la jeune auteure mexicaine Laia Jufresa, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Buchet-Chastel. J'ai bien dit roman. Ce n'est pas un essai sur cette 5e saveur, Umami, identifiée au Japon il y a un siècle, et authentifiée par la communauté scientifique en 1985. Non, c'est bel et bien un roman écrit à plusieurs voix, plusieurs narrateurs, voilà, polyphonie. C'est la peinture pointilleuse, oserais-je dire pointilliste, d'un micro-quartier de Mexico dans les années 2000. Un lieu à l'architecture modeste où se côtoient des familles ni riches ni misérables, mais qui ont tout un point commun, d'avoir chacune été victime d'une disparition. Pas d'excès de pathos pour autant, au-delà des deuils, ce sont plutôt des clins d'œil. Clins d'œil à la variété de la cuisine mexicaine, de la musique aux vertus apaisantes, clin d'œil à la langue espagnole, prête à s'enrichir de nouveaux mots, etc. La 5e saveur, c'est quoi? Alors on va dire, sans rien dévoiler de l'histoire, on va d'abord dire que c'est à l'occasion de la création d'un jardin communautaire de culture traditionnelle indienne que ses habitants vont se livrer les uns aux autres et à nous les lecteurs surtout. Le parti pris de l'auteur dans les noms des 5 résidences, des 5 maisons, nous conduit à penser que l'architecture des lieux se superposerait à la prétendue localisation des saveurs sur la langue humaine. Il n'en est rien. Il s'agit là pour Laia Jufresa d'un subtil prétexte, juste pour nous faire goûter toute la gamme des sentiments humains, sur un registre tantôt amer ou salé, tantôt acide ou sucré, et peut-être umami. Bref, une immersion dans le Mexique du XXIe siècle, une narration brillante, exigeante, difficile. Non chronologique, un roman très dense, un roman foisonnant, paru en 2015, et traduit en français par Margot Nguyen Béraud. Pour finir, 2 phrases extraites de ce livre, pour vous donner envie. S'efforcer de mettre quelqu'un en mots, en sachant qu'il restera, pour les autres, un kaléidoscope. Et pour finir, l'umami, je ne peux vous l'expliquer que dans un restaurant. Eh bien, merci beaucoup Thierry de nous avoir présenté vos coups de cœur. À bientôt. Merci, à bientôt. Bon, eh bien pour finir l'agenda, la météo des luttes sociales à Bordeaux. Donc nous avons samedi 21 novembre à 15 h, place de la Bourse, ce seront les Gilets jaunes, et notamment le collectif jaune, etc. 33. Donc place de la Bourse 15 h, c'est pour samedi. Après, eh bien, la météo va être à la fois orageuse mais ensoleillée, puisqu'on a 2 appels unitaires pour démarrer la semaine suivante, c'est-à-dire le lundi 23 novembre de 15 h à 16 h. Là, on sera sur la place de la Comédie. C'est un appel des intermittents qui vont faire le show en invitant à leur côté tous les noms essentiels. Du coup, on vous demande de venir habillé en noir avec un masque plutôt sombre si vous le pouvez, et il y aura un grand flash mob organisé par les intermittents. Donc ça, c'est lundi 23 novembre à 15 h.
Mardi 24 novembre, deuxième appel unitaire de ce début de semaine, et jeudi il y a du soleil, puis ça fait plaisir de voir que tout le monde se réunit plutôt que le corporatisme habituel. Contre le projet, évidemment, sécurité globale, gros nuages sombres au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est pour le mardi 24 novembre, 18h30, place de la Comédie, et évidemment, on essaiera d'être encore plus nombreux que mardi dernier. Ensuite, on a mercredi 25 novembre, ça sera à 18h, place Péberlan. C'est organisé par FAC-AP, journée internationale pour l'élimination des violences patriarcales. Là aussi, oui, beaucoup de colère. Et c'est mercredi 25 novembre, 18h, place Péberlan. Ensuite, c'est fini pour le mois de novembre pour l'instant. Et nous passons à décembre. Décembre. On enchaîne le 4 décembre, c'est un vendredi, donc on est place Jean Jaurès, à côté de la Maison de l'Europe, entre la Bourse donc, et les Quinconces. C'est à 18h, organisé par le collectif bordelais pour les droits des femmes, soutien aux femmes polonaises, rapport au droit à l'avortement, donc, qui crée beaucoup de soucis auprès de la population polonaise en ce moment. Évidemment, mais là, on les soutient. Ensuite, le samedi 5 décembre, le lendemain, c'est la manif annuelle des précaires organisée par AC Gironde. Nous n'avons pas encore de lieu précis, mais on vous tiendra au courant. Du 16 au 22 novembre, on passe à autre chose, mais ça s'inscrit bien dans le contexte de toutes les colères globales. C'est l'urgence froid. Donc c'est une action qui est menée avec plusieurs collectifs, des associations, des gens qui s'investissent énormément au quotidien auprès de tout ce qui fait la précarité à Bordeaux. Donc urgence froid, 16 novembre, 22 novembre. On fait des collectes de couvertures, de duvets, de tentes, de vêtements, tout ce qui peut aider à lutter contre le froid, la période hivernale et tous les gens qui sont dehors. Donc on a 4 lieux de collecte avec des horaires détaillés. Donc le premier lieu, c'est sur la semaine, alors sauf le mercredi, tous les jours de 17 à 19h, vous allez à Wanty, 2 place rue des Douves, c'est à côté des Capucins, c'est pour ça que j'ai dit place. Donc 17h, 19h, sauf le mercredi, c'est tous les jours. Ensuite, vous avez la Jeune Garde, 19 rue des Douves, qui nous propose donc le samedi, toute la journée, c'est-à-dire de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le dimanche matin de 10h à 12h. Ensuite, troisième point de collecte, la maison éco-citoyenne, tous les jours de 16h à 18h, et le week-end de 14h à 18h, aussi bien le samedi que le dimanche. Donc là, c'est quai Richelieu, la maison éco-citoyenne, à côté du Pont-Pierre. Ensuite, un lieu sur la rive droite, c'est évidemment Darwin. Darwin 87 quai Kéris. Le week-end, ils sont off, ils ne sont pas là. Par contre, du mardi au vendredi, vous pouvez y aller de 10h à 12h, de 14h à 17h. Donc, 4 points de collecte, Wanty, la Jeune Garde, la Maison éco-citoyenne, Darwin. C'est du 16 au 22 novembre. Donc, urgence froid, une très belle action qui est menée par les collectifs. Alors, on citera les gratuits, on citera la Marotte du Cœur. Marotte du Cœur qui a d'ailleurs passé commande symbolique au Cabaco, dont on parle aussi beaucoup en ce moment, pour collaborer sur de la confection avec du polaire, hein, pour faire des chaussons pour la nuit, pour pas avoir froid aux pieds, des tours de cou, des choses comme ça. Et c'est l'occasion de montrer aux jeunes des métiers qu'ils ne connaissent pas finalement, et puis de leur faire jouer un rôle aussi dans la solidarité bordelaise. Donc ça, c'est tout l'état d'esprit de Urgence Froid. Si vous avez des idées pour faire des dons, vous avez la possibilité de suivre toute l'actualité sur Facebook. Vous avez beaucoup de relais, sur notre propre page aussi, vous avez les éléments, les informations pour ça. Et on finit alors cette présentation des dates importantes pour nous avec les terribles conseils. Vendredi 27 novembre, conseil de Bordeaux Métropole. C'est à 9h si vous voulez participer avec un masque évidemment et toutes les précautions d'usage. Et le mardi 8 décembre, 14h30, conseil municipal, en espérant que ça finisse pas à minuit. Voilà, vous avez les dates pour cette fin de mois de novembre et pour le début du mois de décembre.
Il me reste juste à vous dire au revoir. Et voilà, c'est une première, soyez indulgents. Tout le monde a essayé de faire de son moins pire. Et vous nous ferez des retours et vous nous direz si ça vous a plu. Voilà, bonne soirée. Au revoir tout le monde.